Bonjour, donc je Bonjour. m'appelle Nadia Balouli, je suis professeure à l'Université de Strasbourg. J'enseigne tout ce qui est mécanique et biomécanique au sein de l'Université de Strasbourg, notamment à l'IUT de Haguenau. Et mon métier de chercheuse, je le fais dans le laboratoire eCube. Donc le laboratoire eCube est un laboratoire qui a été créé en 2009 et qui résulte de la fusion de 5 autres entités en sciences pour l'ingénieur, mécanique, informatique, imagerie, robotique et mécanique. Et donc, je suis dans le département de mécanique et responsable d'une équipe de chercheurs, de 28 chercheurs. La particularité de notre équipe, c'est que nous avons 12 chirurgiens orthopédistes qui travaillent dans notre équipe et qui viennent nous voir pour un petit peu nous expliquer leurs problèmes. Et nous, on essaie, en tant que chercheurs, de trouver une solution pour, par exemple, améliorer leur opération, pouvoir les aider à trouver un meilleur instrument, trouver une meilleure prothèse, trouver un meilleur moyen de réparer l'humain. Et donc, dans ce cadre, nous avons un laboratoire au sein de l'hôpital civil dans lequel on a des machines qui permettent de travailler, de tester les matériaux comme les veines, les artères, la peau, les os. Tout ça, c'est partie du corps humain pour essayer de voir comment il travaille. Et à côté, on travaille aussi sur les matériaux qu'on peut remplacer dans le corps humain ou qui peuvent être mis dans le corps humain dans ce qu'on appelle des systèmes médicaux. Et donc, en tant que chercheur, j'ai en charge de chercher des projets, de chercher de l'argent, de chercher des partenaires, de créer des réseaux, de participer à des congrès, des conférences pour montrer nos dernières recherches et aussi de communiquer, à savoir écrire des articles que d'autres chercheurs vont lire, vont analyser, vont critiquer, qui vont essayer d'aider à continuer la recherche. Voilà, donc ça, c'est une grosse partie du travail de chercheur. La meilleure partie, bien évidemment, c'est de travailler directement sur les machines, de faire des essais mécaniques, de faire l'analyse, un peu comme comment on peut dire ça, vous connaissez tous Dr House, donc on vient avec un problème et on essaie de comprendre pourquoi, par exemple, la prothèse de hanche, elle ne tient pas tout le temps. Pourquoi, au bout de 20 ans, il faut la changer. Donc on essaie d'analyser un peu le matériau, de trouver pourquoi l'os autour de la prothèse se détruit, etc. Donc ça, c'est une partie importante de la recherche, d'essayer de comprendre ce qui se passe, ensuite d'essayer de trouver une solution. Et pour ça, on se met à plusieurs à réfléchir. Alors, il y a des mécaniciens, il y a des chirurgiens, il y a des physiciens, il y a des mathématiciens, il y a des biologistes, il y a des chimistes. Et tous ensemble, on essaie de comprendre pourquoi la prothèse ne tient pas au plus longtemps que 20 ans. Ça, c'est un exemple. On travaille aussi, là, comme je vois comme on est sur les métiers de la défense aussi, on travaille aussi avec des personnes de l'Institut Saint-Louis pour développer et améliorer les gilets pare-balles, par exemple. Et donc, pour cela, on travaille pour comprendre comment le projectile traverse le gilet pare-balles, qu'est-ce qu'on aurait comme matériau qui permettrait d'arrêter la balle, essayer aussi de diminuer le poids, parce que c'est clair que si on veut que le soldat puisse se déplacer, il faut aussi qu'il puisse se déplacer vite. Et donc, on essaie de trouver un moyen de substituer les matières qui sont lourdes par des matières plus légères. Donc, ça aussi, c'est un exemple. Et ce qu'on fait de plus en plus aussi, c'est de trouver des modèles informatiques qui permettent de prédire ce qu'on obtient. Parce que faire un essai, c'est super. Ça, c'est super intéressant, sauf que ça coûte cher. Et donc, en plus, il faut en faire beaucoup. Donc, les recherches peuvent être très longues si on ne se base que sur l'expérimental. Et donc, on fait ce qu'on appelle des expériences numériques. Alors, qu'est-ce que c'est? Je pense que vous êtes tous nombreux à jouer sur des jeux vidéo. Et donc, dans les jeux vidéo, normalement, quand vous jouez, vous avez des mouvements, des choses qui tombent et machin. Et nous, on essaie de faire la même chose, de refaire ces jeux vidéo avec un corps humain qui tombe et regarder comment se casse l'os ou se déchire le tissu ou bien comment la balle traverse le gilet pare-balles. Mais pour ça, il faut qu'on ait des équations mathématiques qui décrivent le comportement qu'on a eu en expérience. Et donc, c'est là où les mathématiciens et les informaticiens interviennent. Et entre nous, on discute, on regarde. Quand vous prenez, je ne sais pas exactement si vous savez ce que c'est que l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, c'est un nouvel outil formidable pour la recherche parce que, en fait, elle permet de prédire, vraiment de prédire en analysant
tout plein d'essais qu'on a fait au départ pour trouver les mathématiques qui permettraient de prédire ce qu'on observe. Alors ça, c'est génial. Donc, du coup, c'est vrai que de plus en plus, la science, elle évolue, la recherche, elle évolue vers des outils mathématiques et numériques. Mais on a toujours besoin de l'expérience parce que le logiciel, les jeux vidéo, c'est super. C'est clair que c'est très visuel. Mais malheureusement, pour valider ce que vous observez, ce que vous simulez avec les jeux vidéo, on ne peut pas, évidemment, valider les choses. Donc, on a toujours besoin de faire un retour vers l'expérience. Donc, toutes ces sciences, l'expérience, le numérique, le mathématique, c'est vraiment le couplage qui permet de faire évoluer la science vers une amélioration de des objets, des supports, du corps humain, de la protection, etc. On est vraiment sur, aujourd'hui, des outils pertinents. Et plus l'informatique va évoluer, plus on va pouvoir être capable de mieux prédire le comportement des choses. Je ne sais pas si vous avez déjà des questions sur ça ou si je continue d'expliquer. Alors, comment je fais Oui. Ouais, non, c'est Julie. Je pense que vous pouvez continuer voilà, encore. Rien du tout. Ça va être problématique parce que je n'entends rien du tout. Oui, sur le chat, c'est bien, comme ça je peux. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que je peux continuer? Super. Alors, comment on fait pour devenir chercheur? Alors ça, c'est une grande question. Alors, en général, on fait des études. Alors, ça dépend de la recherche, parce qu'il existe de la recherche en sciences, il existe de la recherche en sociologie, en psychologie, en médecine, en droit, etc. Donc, moi, je suis plutôt chercheur en sciences. Et pour faire une recherche en sciences, j'ai fait des études longues. Donc, j'ai commencé par ce qu'on a l'équivalent aujourd'hui d'une licence sciences pour l'ingénieur, au cours de laquelle j'ai fait des mathématiques, de la physique, de la chimie, de l'informatique. Ensuite, j'ai fait un master sciences pour l'ingénieur. J'ai fait de l'informatique, de l'électronique, de l'optique, de la physique, de la mécanique. Et ensuite, une fois que j'ai eu mon master 2, j'ai pu commencer à faire une thèse. Ça veut dire qu'on prépare un doctorat. Et donc, pour faire un doctorat, un industriel nous propose un sujet. Donc, moi, j'ai fait un doctorat avec le CNES, le Centre national d'études spatiales, et j'ai étudié le comportement des matériaux qui composent les satellites géostationnaires qui tournent autour de la Terre et comprendre comment les matériaux qui composent le satellite, donc principalement les panneaux solaires, qui étaient en ce qu'on appelle du matériau composite, ça veut dire qu'ils sont composés au moins de deux matières, un dur et un mou. Et donc, ces composites, lorsqu'ils sont autour de la Terre, subissent des températures de moins 150 à plus 150 degrés. Et donc, j'essaie de décrire par des équations mathématiques et développer un programme informatique qui permette justement de prédire le comportement de ces composites autour de la Terre. Et ceci afin de pouvoir savoir combien de temps ils peuvent continuer sans casser, sans tomber, puisque dès que le composite s'abîme, qu'est-ce qui se passe? Et il sort de son orbite et le satellite tombe. Donc ça, c'était ma thèse. Donc je suis devenue docteur au bout de 3 ans. Donc c'est ce qu'on appelle un doctorat en sciences, Doctor of Philosophy, le PhD en anglais. Et après ça, j'ai eu la chance d'intégrer tout de suite sur ce qu'on appelle un poste de enseignant-chercheur, maître de conférence à l'université Louis Pasteur à Strasbourg, qui est devenue l'université de Strasbourg. Donc, je suis arrivée comme enseignant-chercheur et donc là, j'ai eu de l'enseignement et de la recherche, à savoir que mon temps est partagé à moitié pour l'enseignement et à moitié pour de la recherche. Donc, la recherche, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai d'abord continué un petit peu sur les composites, les matériaux, sur les satellites. Et ensuite, à Strasbourg, il y a un très, très grand pôle sur ce qu'on a les plastiques. Donc, les plastiques, le mot savant, les polymères. Et donc, j'ai plutôt focalisé mes recherches sur les polymères. Et quelque chose qui commençait à l'époque, c'était le recyclage des plastiques. Et donc, je me suis intéressée au comportement mécanique des plastiques recyclés afin de pouvoir en mettre davantage, de comprendre comment ils fonctionnent, comment on peut les décrire, comment on peut les symboliser, les modéliser, pour les mettre dans des pièces qui, classiquement, étaient, par exemple, en plastique neuf ou alors en métal. Donc, moi, j'ai travaillé sur les pare-chocs des voitures. Et donc, j'ai commencé à essayer de comprendre comment un plastique recyclé
tient sous des chocs, des impacts et des crashs. Donc pour cela, j'ai développé des nouvelles machines pour essayer de tester ces matériaux à des très grandes vitesses. Et ensuite, on est parti chez les physiologiques, en chimie et en physique pour aller voir au microscope à l'intérieur de la matière une fois que je les avais percutés avec des impacteurs en dynamique et voir comment ils se transformaient lorsque je les impactais et voir s'ils faisaient la même chose que les plastiques neufs. Et donc, grâce à ça, on a construit un consortium. Donc, ça veut dire qu'on s'est mis à plusieurs chercheurs de toute la France, des physiciens, des chimistes, mécaniciens, physico-chimistes, des industries. Donc, on avait, par exemple, je ne vais pas nommer des industries, pardon, donc des industriels, des personnes qui recyclent les voitures, donc des casses auto. Et on a essayé de voir comment se comportaient ces pare-chocs avec différents matériaux recyclés. Et grâce à ça, on a pu mettre jusqu'à 30 à 40% de matière recyclée sans modifier le comportement final du pare-choc. Donc, dans vos pare-chocs, dans les pare-chocs de vos parents, vous avez du plastique recyclé aujourd'hui, ce qui permet de récupérer une grande part des plastiques qui sont à la poubelle pour les mettre dedans. Et petit à petit, au laboratoire, donc il y a 5 ans, c'est là où les chirurgiens sont arrivés et c'est là où on a commencé à faire de la biomécanique. Donc ce que je vous expliquais tout à l'heure, à savoir le comportement des os, des veines, des artères, de la peau, pour comprendre et construire en fait ce qu'on appelle un jumeau numérique du corps humain. Et ce jumeau numérique, qui est en fait, comme dans les jeux vidéo, les personnages que vous voyez, mais cette fois-ci, les personnages que vous voyez ressentent les choses. Donc, ça permet de pouvoir prédire le comportement d'une personne qui tombe, d'une personne qui se blesse, et de tester comme ça différents systèmes médicaux pour les protéger. On travaille beaucoup, par exemple, sur les fémurs qui sont avec 2 prothèses, une prothèse de hanche et une prothèse de genou, chez papy-mamie qui sont fragiles. Donc, il faut tenir compte, par exemple, dans ce contexte, de la fragilité de l'os. Donc, les os des papy-mamies sont plus fragiles et plus durs que les os des plus jeunes, qui sont un peu plus élastiques et plus souples et qui encaissent mieux les chocs. Et donc, on essaie de développer, par exemple, une plaque préventive qui permettrait de protéger papy-mamie lorsqu'il tombe, afin de ne pas casser le fémur. Parce que lorsque le fémur se casse chez un papy-mamie, c'est très difficile. Pour ceux qui connaissent, qui ont eu ça dans leur famille, ils mettent très longtemps à se remettre, ils mettent plus de 6 mois. Alors que si le fémur ne casse pas, en 2 jours, ils sont debout. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous avez des questions? Donc, je vais vous donner un dernier exemple de ce qui se fait au laboratoire. En fait, des personnes travaillent aussi sur comprendre comment l'os se reconstruit. Ça aussi, c'est important parce que ça permet de pouvoir se dire, quand il y a une fracture, est-ce qu'on pourrait, par exemple, aider l'os à mieux se réparer, à mieux se corriger, afin de réparer plus vite une personne. Donc, il y a des personnes qui développent encore des équations mathématiques qui permettent de décrire un petit peu ce qu'on appelle la régénération osseuse. Voilà. Donc, dans mon parcours, si je fais un petit point, parce que je vois qu'il reste un peu moins de 5 minutes, pour devenir chercheur, donc des études de 5 ans à l'université, on peut aussi faire une école d'ingénieur et ensuite on débouche après sur une thèse de doctorat qui dure en moyenne 3 ans. Ensuite, après ces 3 ans, on passe des concours pour passer soit chercheur au CNRS directement. Donc ces concours ont lieu tous les ans. Il y a un certain nombre de postes sur différents profils dans les laboratoires en fonction de si vous voulez faire de la physique, de la chimie, de la mécanique, etc. Il y a les métiers d'enseignant-chercheur. Donc pareil, tous les ans, au mois de mai, il y a des postes qui sortent dans toutes les universités, dans les différents laboratoires, en fonction des besoins du laboratoire. Ensuite, ces concours se passent. Vous allez postuler à différents concours. Vous allez présenter ce que vous avez fait pendant votre thèse, peut-être aussi quelques années après la thèse. Donc, c'est ce qu'on appelle un post-doctorat. Cette année de post-doctorat, en général, elle permet d'avoir un poste permanent, donc en CDI sur les laboratoires. Vous avez aussi des métiers de chercheur au sein des industries, donc dans les services R&D. Et alors, là, c'est directement après la thèse ou après un post-doctorat. Une fois que vous avez été maître de conférence, chercheur CNRS, vous pouvez monter plus haut et devenir ce qu'on appelle professeur des universités.
Donc, professeur des universités, c'est mon cas, on ne le devient après un certain nombre de travail d'encadrement de thèse, à savoir qu'on est capable, à partir d'un certain temps de chercheur, de définir nous-mêmes des objectifs et des projets de recherche qui n'existent pas encore, afin de pouvoir aider d'autres doctorants, d'autres jeunes à préparer un doctorat, préparer une thèse, préparer poste de maître de conférence. Et au bout d'un certain temps, quand on a montré qu'on est capable d'encadrer, alors comment on montre qu'on est capable d'encadrer? Souvent, le principal, c'est des articles scientifiques qui paraissent dans des revues internationales. Donc, on envoie des articles dans des revues qui sont connues et des personnes extérieures à votre travail vont analyser votre article, vont le décortiquer, vont vous faire un retour et vont juger si oui ou non les travaux que vous avez faits et que vous présentez dans cet article sont dignes d'être publiés dans un article. Et ensuite, dans un journal. Et ensuite, donc pour devenir docteur, oui, il faut un article publié dans un journal international. Pour devenir maître de conférence, il en faut 12. Non, il en faut un, pardon. Il en faut un article international. Il faut avoir enseigné un certain nombre d'heures. Donc, en général, on demande 64 heures d'enseignement. Alors, ça paraît pas beaucoup, 64 heures, mais il ne faut pas oublier que 64 heures, ça veut dire au moins 10 fois plus d'heures de préparation, de correction, d'aide, de soutien aux élèves. Ça, on l'oublie souvent. Quand on affiche, oui, on enseigne 6 heures par semaine. Non, c'est 6 heures plus multiplié par 10. C'est pour ça qu'on suppose que la moitié du temps est consacré à l'enseignement et l'autre moitié à la recherche. Hein. Donc, on ne chôme pas, c'est super comme métier, on est passionné. On est souvent passionné par des choses et parfois on n'a pas le temps de continuer parce qu'il faut passer sur d'autres sujets. Il faut finir parfois la recherche parce que c'est plus quelque chose qui est d'actualité, parce que c'est quelque chose qui n'intéresse plus le monde, tout simplement. Et donc, on évolue. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce parcours et par rapport à quelque chose. Alors, pour exercer ce métier, les qualités, il faut être patient, il faut être passionné, il faut aimer lire, aimer communiquer et surtout aussi faire preuve d'empathie envers les personnes qui commencent parce que souvent, au bout d'un moment, on apprend à réfléchir très vite. Et au début, quand on commence en tant que chercheur, on ne réfléchit pas aussi vite que ça. Et donc, il faut être patient. Il faut être patient et il faut savoir qu'il faut être capable de se dire qu'on mène quelque chose, on commence quelque chose et on n'arrive pas à le finir. Il n'y a pas de solution, on s'est trompé. Donc, avant d'avancer, un pas en avant, il y en a trois en arrière. Donc, c'est parfois décourageant. Mais on arrive toujours à avancer parce que voilà, la science évolue, les gens évoluent et souvent on avance parce qu'on est plusieurs, parce qu'on travaille en groupe. Donc, il faut aimer travailler au groupe aussi. Il faut savoir travailler et seul et en groupe. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, en effet, on travaille énormément. On est très souvent amené à l'étranger. Par exemple, j'ai passé un an au Mexique pour aller travailler sur des plastiques recyclés, justement, et rajouter des particules, des particules de bois. À l'époque, des particules naturelles. De plus en plus, on met des fibres naturelles, ce qu'on appelle des fibres naturelles, dans les plastiques pour être mieux ce qu'on appelle des matériaux biosourcés. Donc, on présente souvent, on va presque tous les ans en congrès à l'étranger, on va dans des conférences internationales, se confronter, c'est-à-dire qu'on va présenter nos travaux à d'autres collègues, et donc en anglais. Donc, oui, voilà, une qualité, c'est savoir parler anglais. Alors là, c'est vrai que j'ai souvent un CD d'anglais dans ma voiture pour toujours améliorer, regarder des séries en sous-titré, etc. Il faut être bon en anglais parce que la langue des sciences, c'est l'anglais. On est toujours amené à en parler en anglais, on accueille des chercheurs étrangers. L'anglais est primordial. Et donc, ouais, il faut vraiment être bilingue presque en anglais. Hein. Alors, il faut savoir qu'on est bilingue sciences. C'est un peu plus compliqué d'être bilingue sur la vie de tous les jours, mais tous les articles, on les rédige en anglais.
Le côté francophone reste en France, et si on veut faire publier les recherches, si on veut que nos recherches soient reconnues, il faut qu'elles soient en anglais. Donc, on est amené régulièrement à travailler à l'étranger. Tous les ans, il y a des bourses pour partir à l'étranger. Donc, moi, je suis partie 1 an au Mexique. C'était génial. Donc, je me suis retrouvée dans un laboratoire mexicain à travailler avec des collègues mexicains, russes, français, allemands, norvégiens, suédois. C'était super. Et on est expatriés pendant 1 an. On peut faire des périodes plus courtes. Il y a tous les ans le Japon, la Chine, la France, la Chine, les États-Unis, l'Angleterre, l'Australie, le Canada. Tous les ans, il y a des bourses qui existent. Et pendant nos études aussi, vous avez la possibilité de partir faire un semestre à l'étranger. Il faut le faire. C'est vraiment super, super constructif de se retrouver tout seul à l'autre bout du monde. Voilà, c'est vraiment génial de pouvoir partager avec d'autres chercheurs pendant un certain temps. Et on n'en revient que plus riche, avec plein de contacts. Le relationnel et le contact, les carnets d'adresses des chercheurs, c'est vraiment ce qui construit une carrière de chercheur. Ça, il faut le savoir aussi. Connaître des personnes pour construire des projets, c'est toujours très, très important, et surtout à l'étranger. Alors, je suis Julie, l'administratrice. Je vous invite vraiment à poser vos questions. C'est le moment d'échanger avec un professionnel. Si jamais elle n'a pas répondu à l'une de vos questions. Nadia, vous m'entendez bien ou pas? Oui, là, je vous entends très, super. très bien. Ah, bah, génial. Bah, je vais plus utiliser le chat, du coup. J'ai une autre question. Au niveau des horaires, je pense que c'est pas du 35 Alors, les horaires. que vous devez faire, hein. Alors, les horaires. On n'a pas d'heure. On a la chance de ne pas avoir d'heure. Mais ça veut dire c'est un piège et c'est un bonus et un piège. À savoir que il faut savoir, quand on est chercheur, c'est pas qu'on est artiste, mais quand on commence à lire des articles et qu'on commence à farfouiller pour essayer de trouver une information parce qu'on a un résultat et que ça nous embête, on peut passer des heures et des heures, on voit pas l'heure. Donc parfois, mon mari m'appelle, il dit Nadia, t'as pas oublié de rentrer à la maison? Bah oui, 7h, 8h du soir, on est autour d'une table et on a oublié. Ou alors le soir, on se refait un Skype parce on est en train de réfléchir. Souvent dans la période de réflexion, d'analyse des résultats, on oublie l'heure, on oublie le monde. Sinon, bah, les heures vraiment, c'est les heures de cours. Donc, on est pour les heures de cours entre 8h et même 20h sur certaines filières, notamment les filières de santé, puisque on intervient dans les masters biomatériaux, bioingénierie avec des médecins, des chirurgiens, des dentistes. À l'IUT, les horaires 8h30, 18h pour les cours, mais la recherche, le laboratoire, on a le droit de pouvoir à partir du moment où on est chercheur, on a une autorisation permanente venue. On demande une autorisation de travail isolé quand on a besoin de faire tourner des essais 24 heures sur 24. C'est pour ça que je parlais du côté passion, parce qu'il est clair que quand on commence à travailler sur un projet de recherche, on oublie le temps. Heureusement que nos proches sont là pour nous rappeler à la réalité et revenir sur des horaires plus précis. C'est vrai que mes enfants aujourd'hui sont grands, donc j'ai beaucoup plus de liberté pour travailler quand je veux. Quand mes enfants étaient petits, que je devais les emmener à la crèche ou à l'école, etc., j'étais plus rattachée aux horaires scolaires. On est quand même des collègues qui avons tous des enfants, etc. Donc on s'entraide entre nous, à savoir que si par hasard, quand on a des enfants jeunes, ben, on va nous laisser arriver plus tard le matin, donc les cours un peu plus tard. Alors que lorsqu'on a nos enfants qui sont plus grands, ben, dans ces cas-là, il est clair que je vais aller prendre les cours de 8h du matin et de 18h le soir pour que les collègues qui ont des enfants jeunes puissent, eux, pouvoir assister et participer à la croissance des enfants. Enfin, il faut quand même pas oublier qu'on est des humains, qu'on a des familles. Mais c'est vrai que c'est beaucoup d'heures. En recherche, c'est beaucoup d'heures. Quand on est au CNRS, on a des horaires plus entre guillemets classiques, mais pareil, quand on a des manips à faire, etc., on peut très bien aller au-delà des heures d'ouverture classique d'un laboratoire de 8h à 18h. Ça, c'est clair. Après, c'est un choix. Ça, il faut savoir, on nous laisse le choix. On n'est pas obligé. C'est-à-dire que si on a envie d'avoir 4 projets, on a 4 projets. Si on a envie d'en avoir qu'un seul, on n'en a qu'un seul, donc ça fera moins d'heures. C'est un choix. C'est un choix. Et pour monter en grade, pour monter, évoluer en carrière, c'est vrai qu'il faut avoir un certain nombre de projets validés, un certain nombre d'articles validés. Et on ne peut pas écrire des articles si on n'a pas de résultats. Et si on n'a pas de résultats, ben, on n'évolue pas. Donc ça, c'est important aussi de le savoir.
Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on va arriver à la fin de la session? Est-ce que c'est le moment de poser vos questions, hein? N'hésitez surtout pas. J'ai vu qu'il y a un lien questionnaire, je Oui. dois l'activer? C'est surtout pour les jeunes qui écoutent la présentation. D'accord. Après, faut pas hésiter à aller, vous tapez sur internet le laboratoire eCube, vous avez des belles images, des belles animations, une belle description de différents projets, etc. Ah, c'est bien. Et tous les ans, on reçoit des jeunes. Hein, on va recevoir encore tous les ans des jeunes de troisième ou de seconde ou qui viennent faire des petits stages d'observation et de travail chez nous. Il n'y a pas de souci, hein, on est ouvert. Ça, c'est top, ouais. À se garder en tête. Voilà. Alors, il n'y a plus d'autres questions? En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation très complète. On a vraiment eu une bonne image du coup du métier. Voilà. Olivia vous vous dit merci. Il n'y a pas de souci, merci beaucoup. C'est vrai que depuis, ça fait 25 ans, donc pour situer un peu mes activités, ça fait 25 ans que je suis enseignant-chercheur. Et donc, voilà, c'est clair que en faire rapidement un tour, c'est compliqué, mais Oui. voilà, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des sujets super passionnants qui touchent aussi bien à la santé qu'à l'armée, tout ce qui est environnement et santé. Le grand mot du laboratoire ECUB, c'est environnement et santé. Donc, environnement, recyclage, aliments, structure et santé, je vous ai expliqué. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci sur ça. N'hésitez pas à venir voir un petit peu ce qu'on fait. C'est avec plaisir. Ah, c'est top. Merci beaucoup. Je vais couper la caméra de tout le monde, mais en tout cas, vraiment très belle présentation. Merci beaucoup. Et Au revoir. j'espère que j'aurai suscité des carrières. On vous Oui, attend. j'espère. Merci. Merci. Donc, je raccroche, c'est ça? Oui, vous pouvez aussi faire ça. Je peux Merci. assister à la suivante ou pas? C'est possible? Oui, Et avec je fais plaisir. comment du coup? Faudra se connecter sur la salle, dans la salle d'ici Ah là, un je vous quart entends d'heure. plus. Hein. Ah, d'ici un quart d'heure. Oui.